Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rester fidèles pour un nouveau forum qui veut passer au crible l'actualité sociopolitique du Togo à environ 2 mois de la présidentielle de 2020. Et pour cet exercice, nous avons l'honneur d'avoir au plateau aujourd'hui Monsieur Christian Trimois. Il est le ministre togolais des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci de répondre à notre invitation. C'est avec plaisir. On va beaucoup parler de la présidentielle de 2020, notamment si le président sortant Faure Gnassingbé sera candidat. On verra aussi son bilan moral selon vous, durant ces 3 mandats à la tête du Togo. Je vous demanderai si la page des exigences des réformes politiques est tournée désormais. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on évoque un peu la situation des droits de l'homme au Togo, droits de l'homme dont vous êtes en charge. Depuis 2006, il faut le dire, le Togo a fait, selon la communauté internationale, des pas de géant en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Mais depuis, on va dire, le syndrome du 19 août, on semble assister à une forme de rétropédalage. Je n'en veux pour preuve que les répressions des manifestations publiques, la loi suit les manifestations publiques. Question concrète, est-ce que nous assistons à un recul de la promotion des droits de l'homme en raison de la sûreté de l'État? Je vous remercie. Vous avez très bien souligné les progrès que le Togo a fait depuis un peu avant 2006, mais surtout à partir de 2006, à partir du moment où le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, a rétabli les équilibres politiques dans notre pays, l'accord politique global, bien évidemment, suivi en 2007 de la reprise de la coopération et donc de la relance économique également avec. Et en matière de droits de l'homme, nous avons fait de très grands progrès que nous continuons de consolider et de renforcer aujourd'hui encore. Alors, vous avez évoqué les événements de 2017 et que certains présentent comme étant le déclenchement du recul en matière de droits de l'homme. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt le déclenchement d'un renforcement des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que 2017 et les manifestations qui l'ont suivi nous ont enseigné simplement qu'un groupuscule de Togolais pouvait mettre en danger les droits de la majorité des Togolais. Vous avez évoqué la loi sur les libertés. Et je voudrais vous dire que cette loi sur les libertés avait 2 objectifs de très bonne foi. Le premier objectif, vous l'avez évoqué, les questions de sécurité. Et vous noterez que la loi sur les libertés a été modifiée le même jour qu'a été adoptée la loi sur la sécurité intérieure. Donc il y a un lien de cause à effet entre les 2. Mais nous tirons des leçons, et je suis honnête de vous le dire, des événements de 2017 et ceux qui ont suivi. Parce que jusqu'en 2017, la loi sur les manifestations qui date de 2011 n'avait pas souffert d'une instrumentalisation au fin de mettre l'État en difficulté. Nous avons connu des marches quotidiennes, presque hebdomadaires, de l'ANC, d'un certain nombre de mouvements pendant toutes ces années, sans que nous n'ayons eu besoin de remettre en cause la loi, parce que jusque-là, quelle que soit l'imperfection des lois que nous avons, ceux qui la mettaient en œuvre de bonne foi et respectaient les limites de la loi. Et à partir de 2017, nous avons constaté une tendance à utiliser les failles de la loi pour mettre l'État en difficulté, c'est-à-dire la grande majorité des Togolais. Naturellement, pour un gouvernement qui a la sécurité des Togolais, qui a leur bien-être en charge, il est évident qu'à partir du moment où on nous montre que le panier a des trous, il faut les combler. Et c'est ce que nous avons fait. Et je vous donne un autre exemple parallèle. Rappelez-vous, nous voyageons en veste, cravate, costume pendant longtemps, sapés comme des dieux, jusqu'à ce que, en 2011, décembre 2011, Richard Ray ait eu cette mauvaise intention de vouloir mettre une bombe dans des baskets pour faire exploser le vol 63 Paris-Miami. Jusque-là, personne n'avait imaginé qu'on pouvait utiliser des chaussures pour faire exploser un vol. Depuis, qu'est-ce que l'aviation civile a fait? Elle a renforcé, durci les mesures de sécurité dans les aéroports et nous faisons des striptease. Chaque fois que nous arrivons dans l'aéroport, nous nous déchaussons, nous nous déshabillons, nous enlevons quasiment tout ce qui peut faire sonner les appareils de contrôle qui existent. Ça n'a jamais gêné personne, mais c'est un durcissement des mesures de sécurité et nous nous sentons bien à l'aise pour cela. Rappelez-vous également que 2006, personne n'avait imaginé jusque-là qu'on pouvait être tenté d'utiliser des biberons pour enfants. Biberons pour enfants, pour faire exploser un vol. Jusqu'à ce que Scotland Yard ait détecté en 2006 une tentative de faire exploser 10 avions de vol à destination de l'Amérique du Nord en même temps. Et depuis ce temps, quand vous voyagez avec un parfum, un liquide de plus de 50 millilitres, on vous en décharge. Mais qui s'en plaint? Parce qu'à partir du moment où des mal intentionnés utilisent les failles d'un système pour mettre en danger la sécurité du grand nombre, il est de la responsabilité des organes qui s'en chargent
de régler le problème, de pallier à ces failles et de renforcer la sécurité du grand nombre. C'est ce que nous avons fait. Mais les mesures... Nous avions par exemple chez nous, jusque-là, personne n'avait estimé qu'on pouvait utiliser une manifestation sur la nationale pour bloquer l'économie nationale. À partir du moment où ça a été fait, il est évident qu'un gouvernement qui veut la promotion économique, sauvegarder à côté des droits politiques, les droits économiques, sociaux et culturels de ses compatriotes, doit faire libérer la circulation sur la nationale et sur toutes les nationales. Et sachez que les nationales, en plus, ne desservent pas que le bien du Togo, elles desservent aussi les autres pays voisins. Est-ce que nous pouvons les asphyxier pour l'exercice d'un seul droit ? Et donc, il y avait la préoccupation d'équilibrer à la fois les droits des manifestants, mais également les droits des non-manifestants et de continuer à avoir une économie prospère. Et voilà les conditions qui ont amené à cette modification. La proportionnalité de cette modification a été évoquée en disant, bon voilà, on a interdit des lieux, on a interdit de façon permanente. La Commission nationale des droits de l'homme a approché le gouvernement sur cette question-là. Nous avons une plateforme de dialogue avec la société civile qui a évoqué la question. Et le gouvernement a mis en réflexion un sujet là-dessus. Encore une fois, pour montrer notre bonne foi. Il ne s'agit pas de bloquer des manifestations ou de reculer, mais quand vous avez des droits en face de vous, le conflit de plusieurs droits, droits à manifestation, droits économiques, sociaux, la survie, le droit à la sécurité, qui sont tous garantis par notre Constitution, il faut les mettre en équilibre. Donc nous avons entendu toutes ces voix et le gouvernement est en réflexion sur la manière de pouvoir concilier ça en entendant effectivement les uns les autres qui ont évoqué la possibilité de réagir. C'est possible de revenir sur cette place sur les manifestations. Tous les schémas d'amélioration de notre droit sont ouverts. Ils ont invité dans ce sens aussi. Pour le moment, vous faites oreille sourde. Hein. Ah oui, ça vous avez bien fait d'évoquer la question dite des Nations Unies. C'est à moi que les rapporteurs spéciaux ont été écrits. Ça s'appelle des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Qui sont ces rapporteurs spéciaux ? Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants qui sont en relation contractés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est basé à Genève. C'est très important de soulever cela. Et qui, sur des questions, vous avez deux types. Vous avez des rapporteurs par pays, pour des pays qui sont en crise et qui ont des problèmes. On désigne un rapporteur qui fait le suivi du pays et qui rend compte au Conseil des droits de l'homme, qui permet ainsi au Conseil des droits de l'homme de pouvoir accompagner le pays dans sa démarche. Et puis vous avez des rapporteurs sur des thèmes. Terrorisme, droits de l'homme, femmes, enfants, protection des droits de l'homme, etc., protecteurs des droits de l'homme, etc. Et ces rapporteurs spéciaux se sont mis à 4 sur la saisine d'un certain nombre d'organisations togolaises pour analyser le projet de test qui leur a été soumis et déclencher ce qu'on appelle une procédure de dialogue avec le gouvernement. Donc, la version qui leur a été transmise, malheureusement pour ceux qui l'ont saisie, ont envoyé une mauvaise version. Cette version n'a jamais été examinée en Conseil des ministres, c'est un brouillon bêta, il me semble, qui a été commencé quelque part. Mais enfin, ils se sont prononcés là-dessus et nous ont saisi de leurs observations sur la question. Mais comment ça a été traduit chez nous par les organisations des droits de l'homme ? Ça a été traduit que les Nations Unies, l'ONU, a saisi le gouvernement togolais. Mais vous savez, ça fait partie des manipulations qui deviennent insupportables et inacceptables. Pourquoi ? Parce que ces organisations comme le CACIT, comme le Centre de droit et de formation des droits de l'homme, qui se sont tous prononcés, la LTDH et consorts, qui se sont prononcés sur ces questions, ont tous utilisé le terme ONU, parce qu'en septembre se tenait l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Je viens de dire que les rapporteurs spéciaux se trouvent à Genève. Et que le chef de l'État y était. Qu'à ce moment-là, ils ont estimé, moi j'ai été saisi le 11 septembre de ce courrier-là, fin septembre, ils ont estimé que utiliser le terme ONU permettait de semer la confusion en démontrant que pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État aurait été interpellé sur la question. C'est une escroquerie intellectuelle. Est-ce qu'on peut parler de confusion parce que ce n'est pas une confusion parce que je les ai approchés, ils m'ont dit. Je vais vous dire. On peut extrapoler. Non, vous ne pouvez pas extrapoler. Pourquoi vous ne pouvez pas extrapoler ? Parce que vous avez en plus une coïncidence d'agenda. À ce moment, le président de la République se trouve à l'Assemblée générale. Pour la plupart de nos compatriotes, l'image qui a été donnée, si vous avez suivi les émissions interactives qui ont été faites dans les semaines suivantes, tout le monde a estimé que c'est aux Nations Unies, j'ai suivi un certain nombre, que c'est pendant cette Assemblée générale que le chef de l'État a été interpellé. Ces organisations, nous fréquentons ensemble Genève, toutes ces organisations, elles le savent. Et je les ai approchées, je les ai appelées et je les ai entendues. Elles m'ont dit qu'elles l'ont fait à dessein. Et ça, c'est encore plus grave. Je pensais que c'était une confusion. Mais quand ça a été fait à dessein, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la polémique autour de la saisine pour pouvoir amener le gouvernement à changer de position. Et je leur ai dit que c'est une erreur grave de le faire, d'abord parce que, vous induisez nos compatriotes en erreur. La plupart de nos compatriotes s'instruisent sur la politique togolaise, les droits de l'homme, en nous écoutant les uns les autres. Nous ne pouvons pas leur donner de mauvaises informations. Vous pouvez très bien dire des rapporteurs spéciaux sans minimiser l'autorité d'un rapporteur spécial.
Les rapporteurs spéciaux ne sont pas des personnalités, c'est des personnalités indépendantes, je l'ai dit, mais qui ont une autorité, puisqu'elles peuvent faire des recommandations au Conseil des droits de l'homme, qui ensuite peut s'en saisir et faire évoluer la procédure. Donc ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez très bien dire rapporteurs spéciaux sans donner le sentiment, quand vous dites ONU, on entend quoi? On entend Conseil de sécurité, on entend Secrétaire général des Nations Unies, on entend Assemblée générale. Quand on parle de l'OMS, l'OMS est bien attaché à l'ONU, mais on ne dit pas que c'est l'ONU. On dit que c'est l'OMS. Quand on parle du PNUD, on dit le PNUD. On ne dit pas que c'est l'ONU. Donc il ne faut pas créer cette confusion. Et vous savez, l'instrumentalisation va plus loin. Vous avez vu récemment le rapport de la LTDH. On va revenir sur ce rapport sur ces questions. Mais ce à quoi je voudrais revenir, c'est que la question que vous posez, il y a un certain nombre d'acteurs qui considèrent qu'aujourd'hui, transformer la réalité du vécu, nous ne disons pas que le Togo est parfait, mais nous disons que transformer la réalité pour présenter l'image du Togo comme étant un pays anti-droit de l'homme ou qui fait des reculs en matière de droits de l'homme, c'est une escroquerie. Vous pouvez dénoncer des faits tout en restant véridique, être sincère et honnête dans ce que vous dites. Et il faut que la société civile togolaise en matière de droits de l'homme vraiment commence à se perfectionner sur ce thème. Vous avez dit quelque chose de nouveau. Vous disiez tantôt que vous êtes en discussion avec la Commission nationale des droits de l'homme, avec les acteurs de la société civile pour réfléchir sur cette loi, sur les manifestations publiques. Est-ce qu'il est possible que le gouvernement fasse une relecture de cette loi? Aujourd'hui, si vous voulez, je vous dis encore une fois, le gouvernement est de très bonne foi. Et le gouvernement ne s'interdit rien en matière d'amélioration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes partis effectivement en tenant compte de ces priorités fortes que sont la sécurité et l'économie pour faire cette modification. Maintenant, nous entendons nos compatriotes, nous réfléchirons aux solutions qui sont proposées et à ce moment-là, le gouvernement prendra les actions nécessaires s'il y avait besoin de prendre une action dans ce sens. Mais nous avons écouté certains d'entre vous, certains de vos collègues dire sur les médias qu'il n'est pas question de revenir sur cette loi. Mais précisément parce que nous avons, il faut le voir. Mais précisément parce que nous avons des enjeux fondamentaux qui sont liés à ces deux thèmes. C'est pour ça que nous ne nous précipitons pas. Je vous ai dit que j'ai été saisi de ce courrier le 11 septembre. Nous sommes en décembre. Si nous n'avons pas encore fait des actions fortes sur cette question, c'est précisément parce que nous recherchons à la fois la bonne solution qui amène cela. Et quand j'évoquais l'instrumentalisation tout à l'heure, c'était pour arriver à ceci, que les organisations des droits de l'homme qui pensent qu'en faisant de la surenchère, vont pouvoir forcer le gouvernement, vont plutôt braquer un certain nombre de personnalités sur ce sujet-là. Et donc, d'une certaine manière, elles se tirent des balles dans les pieds. Parce que ce n'est pas la peine de braquer les décideurs qui sont amenés à travailler sur vos propositions en les toisant de la manière dont les choses se passent. Ouais. Alors, un deuxième volet, j'ai parlé aussi des répressions des manifestations publiques, surtout ces derniers temps. Certains citoyens se plaignent de ce qu'ils ont appelé la violation des droits de domicile. On a vu beaucoup de messages circuler sur les réseaux sociaux, relayés par certaines organisations de la société civile, comme quoi des agents des forces de l'ordre violent les domiciles d'un citoyen avec des brimades, avec ces lots de violation des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que les forces de sécurité ont le droit de rentrer dans les domiciles de certains citoyens, même pour aller fouiller, pour faire des enquêtes? Non, je crois que ce que les uns les appellent la répression des manifestations publiques dans notre pays, c'est l'activité normale des forces de sécurité en matière de maintien de l'ordre et en matière d'encadrement de la sécurité de nos compatriotes. Quand vous prenez ce dont on est en train de parler, il faut qu'on le dise sans langue de bois, il s'agit essentiellement du PNP. Le parti national bien évidemment, de Tipi Achada. Bien évidemment. Nous avons plus de 114 partis au Togo. Pourquoi les 113 autres partis, dont 112 partis d'opposition, y compris les 113 partis, il n'y a que eux seuls qui se plaignent de ce genre de choses? Parce que précisément, le PNP, et il faut le dire très clairement, a choisi de se mettre en marge de la loi. Que le PNP a décidé d'organiser ces manifestations sans respecter les canons des manifestations. Que le PNP a choisi de ne jamais aller à une élection démocratique parce que leur mode d'accession au pouvoir n'est pas basé sur l'élection. Comment un parti politique peut-il décider de faire de l'alternance, de combattre un parti qui est au pouvoir sans utiliser les armes de la démocratie? Et à partir de ce moment, je vous rappelle que l'article 7 de notre Constitution dit bien que les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution. La Constitution, y compris les lois, qui sont appliquées en conformité avec la Constitution. Un exemple que je vous donne. Lorsque le PNP décide aujourd'hui de faire des manifestations, par exemple, dans des carrefours, ou de délocaliser des manifestations hebdomadaires dans des lieux qui lui sont connus, vers des lieux en disant domicile. Attention, comment les domiciles se précisent. Je ne voudrais pas rentrer dans des cas individuels parce que ça nous prendrait le temps de parole que nous avons aujourd'hui sur ce plateau.
Il appartient à la gendarmerie, à la police nationale et à toutes les forces de sécurité qui concourent à l'application des lois de les rappeler à l'ordre. Aux préfets qui doivent également encadrer ces choses, de les rappeler à l'ordre. Quand ils sont rappelés à l'ordre et qu'ils refusent de les exercer, bien évidemment, les forces de sécurité exercent leurs prérogatives en matière de maintien de l'ordre et en matière de sécurité. Pourquoi, je répète encore une fois de plus, pourquoi un parti sur 114 est le seul à se plaindre de cela? On devrait se poser la question. Ça voudrait donc dire que sur 114, il y aurait 113 mauvais élèves et que ce serait le seul PNP qui serait le bon élève qui serait donc en situation d'être brimé par les forces de sécurité alors que les 113 autres partis ne sont pas de cela. Il me semble qu'il y a un vrai problème là-dessus. Au PNP d'ailleurs, ça veut dire qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Je pense qu'ils sont dans une utilisation d'une situation et c'est un peu ça que nous regrettons. Chaque fois que nous parlons de ces questions, tenter d'instrumentaliser les faits au lieu de les regarder de bon œil. Il faut appeler le PNP et dire, chers collègues PNP du parti d'opposition, vous n'avez pas un comportement digne d'un parti d'opposition qui veut se conformer à la loi togolaise. Et à partir de ce moment-là, les rappeler à l'ordre. Vous jouerez un rôle citoyen fondamental. Plutôt que de donner le sentiment que vous encouragez un violateur de la loi. Quand vous voyez les gros bras là, vous avez les gars dans les rues qui se bagarrent tout le temps. Oui, donne-lui un coup, donne-lui un coup. Est-ce que vous encouragez parce que vous soutenez quelqu'un pour qu'il abatte l'autre? Non. Vous devez aller les séparer et leur dire, écoutez les gars, c'est pas le lieu de la bagarre. Il faut essayer de trouver une solution. Mais quand vous êtes sur les tribunes, que vous encouragez les gens à se taper dans la rue, vous ne faites pas un bon exemple et un bon modèle. Et il y a des personnalités qui étaient respectables dans notre pays, qui malheureusement ont pensé que c'était une façon d'atteindre le gouvernement, que de pouvoir manipuler ces choses, leur donner une ampleur, etc. Heureusement, nous avons des partenaires nationaux et internationaux qui sont sur place, qui observent avec nous et qui ont aussi la même analyse que nous de la situation. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des bavures de la part des forces de défense et de sécurité? Parce que nous voyons beaucoup d'images, beaucoup de vidéos circuler sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages. Est-ce que vous faites des enquêtes pour comprendre ce qui se passe et rétablir les faits? Vous avez raison, mon cher ami. Dans toute activité d'utilisation de la force, naturellement, la question peut se poser sur la proportionnalité de la force et sur le respect, les dépassements des limites. Et au Togo comme ailleurs, il arrive un certain niveau parfois où les forces de l'ordre, effectivement, franchissent les limites infranchissables. Je vous donne un exemple. De 2018 à 2019, nous avons à peu près aujourd'hui porté devant la justice 24 éléments des forces de sécurité pour avoir fait un usage excessif de la force. Ah bon? Ils n'ont pas été encore condamnés. Il y en a dont les procédures sont en cours. Nous verrons comment la justice va traiter les cas. Mais il y a 24 personnes qui ont été déférées aujourd'hui devant les tribunaux togolais sur ces questions-là. Et donc les forces de sécurité... C'est une information qui est passée inaperçue. Je les rappelle encore hier à la conférence de presse. Donc, vous savez, nous ne pouvons pas faire la publicité sur chaque élément disciplinaire qui est mis en cause, parce que vous donnez le sentiment finalement que vous tapez sur du policier ou du gendarme. C'est pas normal. Nous ne pouvons pas systématiquement les mettre sous le feu de la rampe en leur montrant du doigt. Ils font leurs efforts extraordinaires, parce que l'autre conséquence que nous pouvons avoir à stigmatiser nos frères des forces de sécurité, c'est que nous les démoralisons et nous les privons de leur action. À un moment donné, ils ne savent plus comment se comporter. Et ça nous met en danger. Vous avez vu les événements du 22 et du 23. Des hommes armés qui auraient pu tirer se posent la question, est-ce que demain, si je tire aujourd'hui, est-ce que demain on ne dira pas que j'ai violé les droits de l'homme? Les droits de l'homme doivent être un atout de construction humaine, mais les droits de l'homme ne peuvent pas être un paralysant de l'action. Et surtout, quand il s'agit d'une action de sécurisation des Togolais, c'est-à-dire de la nation togolaise. Nous disons que les forces de sécurité font un travail formidable. Se sont mis aujourd'hui dans une déontologie extraordinaire. Et je le dis véritablement, quand vous comparez l'histoire de notre pays, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons des forces de sécurité, de défense qui sont un modèle. Il peut arriver qu'il y ait des écarts. Ça existe dans tous les pays au monde. Nous les sanctionnons. Je vous ai donné des statistiques tout à l'heure. Leur hiérarchie les sanctionne également pour ce qui est disciplinaire. Ça va, on parle des forces de l'ordre, mais ça va aussi à la magistrature. Ça va dans différents corps. Les magistrats aussi sont sanctionnés de la même manière. Ou d'autres corps administratifs sont sanctionnés de la même manière. Mais ne focalisons pas trop sur les forces de sécurité et de défense. Ça donne le sentiment que ce sont les mauvais élèves du Togo, ce qui n'est pas vrai. Et ce qui n'est vraiment pas vrai. Eh bien, vous évoquez le cas dit de tentative d'insurrection. Je voudrais qu'on en parle en même temps. Est-ce que vous pensez que ce mouvement, dénommé Tigre Révolution, est une organisation sérieuse, avec ce qu'on nous a montré sur les écrans, leur arsenal constitué de machettes de gris-gris, une organisation qui fait sa propagande sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui constitue un groupe WhatsApp, une place publique, autant le dire, pour recruter ses membres. Est-ce que c'est une organisation sérieuse qui a mérité
Je pense sur ce sujet, d'abord je voudrais rectifier un terme qui est utilisé à tort et à travers. Le gouvernement n'a pas qualifié, et je voudrais vraiment que ça soit noté, le gouvernement n'a pas qualifié ce mouvement d'insurrectionnel. Quand j'ai fait cette conférence de presse avec mon collègue de la sécurité, et vous reprenez le Togo Presse du même jour, qui a bien restitué la présentation qui a été faite, nous avons donné les objectifs présentés par le groupe lui-même, qui vise entre autres à brûler des stations, à s'attaquer aux personnalités, à bloquer les quartiers et à arriver jusqu'à l'insurrection armée. C'est ce groupe qui définit dans ses objectifs ultimes l'insurrection comme point d'atteinte à arriver. Donc ce n'est pas le gouvernement qui les qualifie d'insurrectionnels, ce sont eux-mêmes qui disent qu'ils veulent arriver à une insurrection. Maintenant, pour savoir s'ils sont sérieux ou pas, à la limite, je pense que la question n'est pas tant de savoir si c'est un groupe sérieux ou un groupe qui n'est pas sérieux. Ce qui est important, ce sont les actes que ce groupe pose ou a l'intention de poser et les dégâts qui peuvent en résulter. Et nous avons vu, et certains de vos confrères, et je le trouve véritablement dommage de leur part, ont cru devoir rayer les machettes, les couteaux, les canifs, les gris-gris en disant on ne renverse pas un pays avec ça. Je viens de vous donner 2 exemples de l'aviation civile qui pensaient qu'avec des biberons d'enfants on pouvait essayer de faire exploser un vol. Mais le matériel présenté, c'est le matériel que tout le monde a à la maison. Je Absolument. Vous-même, vous avez des machettes. Mais nous avions tous des biberons à la maison. Nous portons tous des baskets. Jusqu'à ce que quelqu'un décide d'exploser des avions avec. Et il y a une personnalité de ce pays qui a rayé en disant que bientôt, quand on trouvera des aiguilles dans les maisons des uns et des autres, on les attaquera de djihadistes. Je voudrais lui conseiller de prendre un paquet d'aiguilles, de le mettre sous sa soutane, de traverser un aéroport pour voir si on va le laisser passer ou pas. On n'a qu'à le tester. Et il se rendra compte si l'aiguille peut être considérée dans secteur de la vie et de la sécurité comme une arme ou non. Mais vous savez, quel est le mode opératoire? Les personnes de ce groupe WhatsApp, et mon collègue l'a répété au corps diplomatique la dernière fois quand on les a rencontrés, ont demandé l'importation des armes au Togo pour leur mouvement. Et la tête du mouvement qui se trouve à l'étranger leur a répondu: il est difficile d'importer des armes au Togo pour faire notre mouvement. Prenez des armes blanches, attaquez les forces de l'ordre, récupérez leurs armes et armez-vous de l'intérieur. Ah, vous voyez que la perception des couteaux et des machettes change tout de suite. Et quand la première attaque a eu lieu sous le pont, sous l'échangeur à Gouaignivé, qu'ils ont récupéré les armes, qu'est-ce qui s'est passé quelques mètres plus loin, quelques centaines de mètres plus loin devant le commissariat d'Agouaignivé? Ça a été tiré à l'arme lourde. Donc les Kalachnikov, les AK-47 qui ont été récupérés ont servi, puisque mon collègue a bien expliqué que dans un chargeur, il y a 30 balles. L'arme qui a été retrouvée n'en contenait que 2. C'est-à-dire, les 28 autres balles sont passées où? Et nous avons fait une présentation de la façade du commissariat d'Agouaignivé qui a été criblée de balles. Ces personnes ne sont pas venues avec des armes à feu. Elles sont venues avec des armes blanches. Elles ont récupéré des armes à feu. Et donc, la logique de s'armer à partir de l'intérieur, c'est-à-dire en récupérant, explique pourquoi la cible principale, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité qui sont la cible principale. Est-ce qu'on peut banaliser ce genre de mouvement et d'information? Pourquoi avoir ciblé le commissariat d'Agouaignivé? Parce que précisément, il s'agissait d'essayer de voir s'il n'y avait pas une petite réserve d'armes ou de munitions au sein du commissariat et de renforcer leur propre équipement. Heureusement qu'il faut saluer la bravoure et le courage des policiers qui tenaient le commissariat du 7e arrondissement d'Agouaignivé, qui ont riposté et qui ont pu effectivement faire reculer ce mouvement-là. Et qui leur a démontré d'ailleurs que les gris-gris qu'ils avaient n'étaient pas si efficaces que cela. Regardez ceux qui ont été attaqués devant l'agence Atlantic Bank. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré également des armes. Si vous remontez à Sokodé, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont été attaqués devant la station, à défaut de mettre le feu à la station, ils ont récupéré également des armes. Tout ça à partir des armes blanches. Et donc, d'une certaine manière, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que parce qu'on présente des coupes-coupes, des machettes, etc., comme étant les éléments de départ du feu, les éléments de départ de l'action, que le but ultime n'est pas de trouver un moyen de s'armer plus fortement à partir de ces éléments-là. Et je dis encore une fois de plus, c'est venu des propos de ceux qui sont dans le groupe eux-mêmes. Et donc, moi je pense que nous faisons une erreur grave de communication en ridiculisant ces éléments, parce que nous donnons le sentiment à nos concitoyens qu'il faut qu'ils baissent de la garde. Or, aujourd'hui, nous avons besoin que chacun de nous soit vigilant. Peut-être que l'erreur de communication, ça vient de vous d'ailleurs, non? Quelle a été notre erreur de communication que de leur fournir sur... On parle de tentative d'insurrection, le gouvernement n'a pas rectifié... Je viens de le faire. Aujourd'hui, oui. Je viens de le faire, nous allons continuer à rectifier ça. Jours après. Mais, vous savez, c'est un groupe qui s'est fixé cet objectif. Vous avez demandé si on peut considérer que c'était déjà fini. À partir du moment où ils se sont fixés ça comme objectif ultime, nous devons également le prendre sur ce mot-là et surveiller leur action
continuer à démanteler le réseau, de sorte qu'on n'en arrive pas à ce point. Le réseau a commencé à démanteler parce qu'il a des ramifications. Un certain nombre d'investigations sont en cours qui permettent donc d'ajouter. La dernière fois, mon collègue a dit qu'il y a eu 18 premières arrestations. Aujourd'hui, ils sont passés à 28 et les enquêtes sont en cours pour continuer à démanteler ce réseau. Nous avons déjà annoncé au corps diplomatique d'ailleurs que la justice sera saisie sur ces questions et qu'éventuellement nous demanderons leur concours pour que ceux qui sont en dehors des frontières togolaises et qui se cachent dans un certain nombre de pays à l'étranger puissent également faire l'objet de procédures judiciaires et à ce moment-là, nous verrons comment achever complètement ce processus. Enfin, faisons confiance en nos forces de sécurité et de défense qui continuent à faire les enquêtes nécessaires pour démanteler ce groupe. Ne cédons pas non plus à une paranoïa ou à une panique générale, ce n'est pas le cas. Ce sur quoi nous souhaitons aujourd'hui que nos compatriotes se concentrent, c'est surtout la vigilance et la bonne collaboration avec les forces de sécurité et de défense pour notre sécurité commune. Monsieur Timon, malgré vos explications, vous ne semblez pas convaincre certaines organisations de la société civile, dont notamment la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui a sorti un rapport en avril-mai 2019, un rapport intitulé « Togo, la terreur contre le peuple », 31 juillet 2018, 27 avril 2019. Déjà, le titre de ce rapport fait froid dans le dos. Vous savez, la Ligue togolaise des droits de l'homme est l'une des organisations de la société civile les plus anciennes au Togo. Et je regrette de plus en plus de voir la dérive dans laquelle s'inscrit la Ligue togolaise des droits de l'homme. Quelques illustres prédécesseurs, mes prédécesseurs ont dirigé d'ailleurs cet organisme-là à l'époque. Et d'une certaine manière, nous avons un dialogue avec eux qui se passe plutôt bien dans l'ensemble. Mais dans leurs écrits, dans leurs rapports, il y a de la surenchère et de plus en plus de la fausse information. Et c'est ce qui commence à devenir difficile et dangereux avec la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous prenez les 2 ou 3 derniers rapports de la Ligue togolaise des droits de l'homme, nous avions sur chaque ligne un mot sur lequel on devrait revenir à chaque fois. La première, sur le dernier rapport que vous évoquez, vous regardez la page de garde de ce rapport, c'est une page de garde qui démontre que l'événement se passe au Togo, puisqu'il est censé illustrer des rapports de violence au Togo, et pourtant cette photo n'est pas togolaise. Il n'y a aucune indication de son origine. Et pourquoi illustrerait-on une situation togolaise avec des images empruntées à l'extérieur? Il y a d'ailleurs même, j'espère que vous avez l'élément que nous pourrons présenter, qui démontre la fausseté de cette première page déjà. En second... Si vous le voulez bien, on va suivre, parce qu'un travail a été fait sur cet élément, l'élément dont vous parlez. On va suivre cet extrait de vidéo et votre développement juste après. Ceci est un message de TogoCheck, une initiative du Centre d'observation et d'analyse du web, CoaWeb. Un rapport de novembre 2019 de la Ligue togolaise des droits de l'homme montre à la page de garde une image de violence policière. Mais cette image n'est en aucun cas liée au Togo. Sans commenter le contenu du rapport, la photo utilisée par les défenseurs des droits de l'homme est totalement sortie de son contexte. Bien que les contours de la photo soient floutés, TogoCheck a pu remonter à la principale photo. Celle-ci montre que l'environnement dans lequel s'est déroulée la scène n'est pas au Togo, mais en Occident. De même, l'architecture des bâtiments. La combinaison des policiers n'est pas celle portée par la police au Togo lors d'encadrement des manifestations publiques. En clair, la photo est sortie de son contexte. Elle a été plutôt prise le 14 juin 2016 à Paris, en France, par Philippe Wojazer, un reporter photo de l'agence presse Reuters, au cours d'une arrestation musclée lors d'une manifestation contre la loi sur le travail. L'utilisation des images sorties de leur contexte peut remettre en cause l'histoire racontée ou encore la crédibilité de l'auteur. En utilisant des images prises sur Internet, il est aussi important de mentionner la légende. Ceci est un message de TogoCheck, une initiative du Centre d'observation et d'analyse du web, CoaWeb. Monsieur le ministre, d'où sort cette analyse? Est-ce qu'elle n'est pas commanditée? Ben vous savez, cette analyse, alors je crois qu'ils se présentent eux-mêmes tout seuls en disant que c'est une initiative d'analyse du web, qui sont des organismes très très sérieux. Je crois qu'on peut les confronter à tout ce qu'on veut. Ce sont des gens extrêmement sérieux qui ont fait ce travail-là. Mais ce qui est important dans l'affaire, c'est de démontrer en gros que la tendance à vouloir coûte que coûte démontrer qu'au Togo, il y a des violences, en empruntant des images d'ailleurs, décrédibilise le travail de ces organisations.
Je vous donne un autre exemple dans le même rapport, mais je ne vais pas le commenter plus longtemps que ça, parce que j'envisage de rencontrer les responsables de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et je pense très sincèrement que si la Ligue togolaise des droits de l'homme ne change pas sa méthodologie de travail et ne se professionnalise pas un peu plus que cela, ils nous amèneront à prendre des mesures. Et ça, je voudrais être très simple et très clair là-dessus. Parce que de plus en plus, je ne sais pas encore quel type de mesures, nous échangerons avec eux, nous trouverons ensemble la solution. Mais il me semble que la professionnalisation, nous ne leur demandons pas de nous adouber, ils peuvent critiquer le gouvernement en étant rigoureux dans leur critique, mais en restituant exactement l'état de la situation dans notre pays, sans extrapoler, sans vouloir absolument documenter par des informations venues d'ailleurs ou la manipulation d'autres informations. Regardez un exemple banal, simple dans ce rapport que je donne, qui évoque que dans le véhicule, qui anonyme tous les noms, sauf celui du chef de l'État, et qui dit qu'on aurait volé de l'argent dans le véhicule du chef de l'État togolais par des agents de sécurité. Ils anonyment le nom de ces agents. Que ces agents ont été arrêtés, dénoncés par l'un des témoins qui avait assisté à la scène, qui était un autre agent, et que la hiérarchie aurait décidé d'amener l'agent incriminé faire une séance d'ordalie. Le passage où est relatée cette information est intitulée « Torture dans les lieux publics au Togo ». Torture dans les lieux publics au Togo. Puis, en interne, vous regardez que c'est une séance d'ordalie dans l'arrière-cour d'une officine de charlatans qui aurait demandé à la personne de plonger sa main dans de l'huile bouillante pour prouver son innocence. Connaissons toutes les séances d'ordalie dans notre pays, leurs extraits, les faits extrêmes que parfois nous dénonçons régulièrement, les méthodes qui ne sont pas conformes à la loi togolaise, etc. Et que cette personne aurait été ébouillantée. Et donc on considère que le fait de plonger la main dans de l'huile chaude, dans l'arrière-cour macabre d'un charlatan inconnu, est une torture dans un espace public. Supposons même que le fait ait été vrai, ce qui n'est pas encore établi aujourd'hui. Est-ce que sérieusement, avoir plongé les mains dans de l'huile chaude dans la maison d'un charlatan transforme cela en une séance de torture dans l'espace public? Ou est-ce que l'allusion est faite au fait que, initialement, on considère qu'il s'agissait d'incriminer quelqu'un qui aurait volé de l'argent dans un véhicule du chef de l'État? Je dis encore une fois de plus, le fait n'est pas établi, mais prenons même dans l'hypothèse où le fait aurait été établi, la procédure aurait été vraie. Pourquoi ne pas dire simplement, quelqu'un a été pris? Les faits, à partir du moment où ils sont sortis de la procédure judiciaire classique, ne sont plus des faits d'ordre public, ne sont plus des faits publics. Ils sont des faits qui sont menés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si les faits sont vrais, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus. Mais peut-on prendre une organisation au sérieux qui exprime ce genre de choses? Et je le regrette d'autant plus que la Ligue togolaise, je le répète encore, est l'une des organisations de la société civile togolaise en matière des droits de l'homme les plus anciennes et donc les plus expérimentées. Quand elle fait de l'instrumentalisation, elle hypothèque le travail de toutes les autres organisations plus jeunes. Parce que si les anciens font ce genre de choses, qu'ont-ils enseigné aux plus jeunes? Et donc, il y a une sorte de suspicion générale sur la qualité de travail de nos organisations des droits de l'homme, sur lesquelles nous devons véritablement faire un vrai travail d'approfondissement. Nous réfléchissons ensemble comment améliorer la professionnalisation des organisations des droits de l'homme. Mais pourquoi vous vous intéressez seulement à ce qui semble être faux dans ces rapports? Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux parties qui pourraient relater la réalité des faits? Mais précisément parce que dans tout ce qui nous semble vrai, nous sommes en collaboration avec eux. Nous engageons des procédures. Et c'est là où la notion de coopération, alors on me dit collaboration, ça peut être une forme de liaison dangereuse entre le gouvernement. Quand nous ne collaborons pas avec la société civile, nous coopérons avec la société civile. Et je dis par exemple, à Genève, le CACIT avait évoqué 16 cas de torture sur 2 ou 3 ans. Statistiquement, même si un cas de torture c'est déjà très grave, pour un pays comme le nôtre, n'avoir que 16 cas dénoncés, il me semble que c'est déjà une très bonne note. Dans la vérification des faits, quand ils ont signalé, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a immédiatement saisi le parquet. J'ai saisi mon collègue du ministère de la Justice qui a saisi le parquet de Lomé pour savoir pourquoi 16 cas de torture ont été signalés à la justice et que la justice n'a rien fait. Et puis, on s'est rendu compte que la justice n'a pas reçu 16 cas, mais 7 cas. Les 7 cas n'ont pas prospéré parce qu'il y a des phases de la procédure que les plaignants n'ont pas respectées. C'est-à-dire que le CACIT qui avait commis un avocat pour faire la procédure au nom de ces 7 victimes, n'a pas achevé la procédure, n'a pas payé les cautions, n'a pas avancé, n'a pas fait le suivi de son dossier, et ça a bloqué la procédure. Ce sont des démarches obligatoires dans ce genre de cas qui n'ont pas été faites. Mais pour vous montrer que quand un cas a été révélé, le gouvernement automatiquement a pris sur lui, d'abord, d'aller vérifier si ces cas existent, de comprendre pourquoi ces cas ont été déposés depuis plus de 2 ans et que la justice n'a pas fonctionné sur ces cas. Et nous avons dit à Genève, qu'en rentrant, nous rencontrons les organisations concernées pour faire prospérer les 9 autres cas qu'ils reconnaissent finalement n'avoir pas déposé.
Pourquoi avoir dit alors les avoir déposés? Vous pouvez très bien dire que nous avons déposé 7 cas. Et travailler sur les 7 cas, critiquer le gouvernement sur les 7 cas. Pourquoi annoncer 16 pour finalement vous rendre compte que finalement vous n'avez déposé que 7 et que les 7 que vous avez déposés, vous n'avez pas fait la procédure conformément aux lois togolaises. Donc nous réagissons à tout ce qui est dit par la société civile, nous ne sommes pas insensibles. Et j'explique souvent que le ministère des droits de l'homme ou le gouvernement, notre rôle n'est pas de gérer les cas individuels de violation. Notre rôle est de donner une structuration institutionnelle, normative et les moyens de renforcer les droits de l'homme au Togo. Nous avons des institutions chargées de gérer les cas individuels, la justice, la Commission nationale des droits de l'homme, etc. Et il nous appartient de leur donner les moyens de leur fonctionnement. Et donc, quand la société civile évoque des cas de violation des droits de l'homme, naturellement, je donne un exemple, c'est comme le SRI, par exemple, à l'époque, ce qu'on appelle maintenant le SCRIP. Quand on nous a dit qu'il y avait des cas de torture là-bas, j'ai saisi le ministre de la Sécurité. Même s'il le met dans un rapport, puisqu'il nous communique systématiquement leur rapport. Et nous regardons les faits, nous disons non, le même service ne peut pas être systématiquement doigté. S'il se doite, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Et à ce moment, nous demandons à nos collègues de faire vérifier cela. Et nous avons dit que notre collègue a fait faire une enquête administrative là-dessus. Donc, il y a aujourd'hui une coopération qui existe. Nous regardons les bons côtés, mais lorsque ces côtés mauvais qui sont évoqués tendent à discréditer notre pays, à mettre en cause sa réputation, nous disons aux organisations, vous devez être sérieuses et vous devez être professionnelles. Vous pouvez me critiquer, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Mais vous avez cité certaines de ces organisations tout à l'heure, ça veut dire que toutes font du mauvais boulot. Est-ce que... Non, je ne serai pas honnête en disant ça. Parce que nous avons des organisations qui font un très bon travail au Togo. Vous me pardonnez de ne pas les citer. Pourquoi? Parce que si j'en cite quelques exemples, on les accusera d'être les chambres annexes du gouvernement. Et que c'est pour ça que nous les félicitons. Nous avons des organisations au Togo qui font un très très bon travail. Et c'est ce qui me conforte en plus dans le fait que nous devons renforcer leur travail. Vous avez vu, j'utilise, je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé le mot professionnalisation. Et j'ajouterai un deuxième mot, dépolitisation. Il faut que les organisations de la société civile arrêtent de croire qu'elles doivent être les porte-parole des partis politiques. Mais dépolitisé de tous les côtés, hein, parce que... c'est-à-dire, de tous les côtés. Dans tous les cas, une organisation de la société civile a toujours dans son statut, article 2, c'est une organisation de la société civile, une association est apolitique et n'a pas d'activité lucrative. Activité lucrative, ça concerne le commerce. Mais elle marque toujours dans son statut qu'elle est apolitique. À partir du moment où elle est apolitique, elle ne peut pas être le porte-voix des partis politiques. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se mêler des questions politiques, puisque l'un des droits qu'elle défend, ce sont les droits politiques. Il y a une série de droits politiques, manifestations, etc. Elles peuvent se prononcer sans forcément se faire les porte-voix des partis politiques. Un exemple simple, nous sommes dans un dialogue... dans la phase préélectorale actuelle, où des partis d'opposition ont estimé qu'ils avaient une liste de 16 points à soumettre au gouvernement. Est-ce qu'il appartient à des associations de droits de l'homme de reprendre les 16 points à leur compte? Les partis politiques savent parler. Et ils savent s'exprimer, ils savent défendre leur position. Ils n'ont pas besoin de béquilles venant de la société civile. Mais il semble y avoir un point de convergence entre les organisations dont vous parlez, la Ligue togolaise des droits de l'homme et les autres, point de convergence entre leur point de vue et le point de vue de la plupart des partis politiques de l'opposition, et même d'un prélat aujourd'hui, l'ancien archevêque Kouroubé, ça veut dire, monsieur le ministre, que quelque part, ce que ces organisations-là disent ne sont pas balayées d'un revers de la main. Non, ce que je trouve, je ne dis pas que ce qu'elles disent, tout ce qu'elles disent est à balayer du revers de la main. J'imagine par exemple, sur les points qui sont évoqués par des partis politiques, il y en a qui sont liés plus ou moins aux droits de l'homme. Naturellement, les organisations qui les relaient sont dans leur rôle. Mais quand elles se mettent sur des points qui ne les concernent pas, revendiquer par exemple la recomposition de la CENI sur la base des résultats des élections locales, alors que la loi togolaise dit que la CENI est composée sur la base des élections législatives, qu'un parti politique dise cela, il est dans son rôle politique. Qu'une organisation de la société civile relève ce message, quel est le lien avec les droits de l'homme? Il n'y en a aucun. Mais vous savez ce que je veux dire? Il n'y en a aucun. Quand une organisation de la société civile en matière de droits de l'homme prenne ce point-là comme un point de défense, elle vient comme un support des partis politiques qui portent cette question. Mais vous savez d'où vient la confusion? Ce n'est pas une convergence qu'il y a. C'est qu'il y a une sorte de... Je ne vais pas utiliser un gros mot. Connivence? Plus que de la connivence, il y a un inceste. Il y a un inceste. Parce que, au fond, vous avez dans les organes dirigeants de ces partis politiques,
il y en a des membres qui sont également dans les organes dirigeants des associations. Ça fait un méli-mélo qui est indigeste. Et à partir de ce moment, vous comprenez pourquoi ce qui est dit à gauche est systématiquement repris à droite. Parce que précisément, on a comme une sorte de passage de relais. Alors nous le disons dans un premier temps, nous vous donnons le relais, vous le prenez sous la société civile parce que nous, on peut dire que nous sommes partis politiques dont nous sommes partis pris et que vous, société civile, vous avez un peu plus une apparence de crédibilité dont le message porté par vous dans d'autres enceintes peut être plus efficace que le nôtre. Et donc nous faisons un complément d'activité réciproque. Et c'est là où je trouve le mot inceste. Je dis que c'est un inceste parce que c'est un mélange des genres. La société civile doit rester le troisième arbitre. Il ne peut pas venir dans le jeu en prenant les positions d'un parti politique. Et ça, il faut qu'on fasse extrêmement attention à cela. Vous avez évoqué un prélat, vous me pardonnez de ne pas trop évoquer ces questions, mais... On doit les évoquer parce qu'à un moment donné, il a estimé que sa vie était en danger, qu'il se sentait menacé. Il s'est adressé ouvertement au chef de l'État, le prenant pour responsable de ce qui pourrait lui arriver. Vous savez, le monsieur dont vous parlez, j'ai beaucoup de respect pour l'Église. Beaucoup de respect pour l'Église, quelles que soient les dénominations des églises. Et les hommes de Dieu sont mes parents. Quelles que soient les dominations encore auxquelles ils appartiennent. Et donc, je n'en dirai pas de mauvaises choses. Mais je pense qu'en tant que fils aussi, je lui dois aussi la vérité sur son comportement. Je pense que ce monsieur dont nous parlons a 3 problèmes. Il a aujourd'hui les regrets, les réminiscences des échecs qu'il a connus dans sa vie, puisqu'il est presque en fin de vie, en fin d'espérance de vie aujourd'hui. Et donc, toutes les histoires, il est au moment du bilan. Avec son âge aujourd'hui, je pense que ce que je dis, c'est visible, tout le monde peut regarder cela. Il a été archevêque de Lomé. Précisément, archevêque de Lomé, c'était le masque sous lequel il avance, c'est un homme politique. Il a utilisé l'église comme masque, la soutane n'est qu'un masque. Ce monsieur a toujours été un homme politique. Et j'apprécie qu'il se découvre comme homme politique. À ce moment, les combats sont égaux. C'est-à-dire qu'on va à l'attaque, on n'attaque pas un archevêque, on attaque un homme politique. Et on l'attaque avec les arguments politiques. Nous citons 2 passages de Dieu et inclure des incriminations contre le chef de l'État qui seraient voir des gris-gris, des choses de ce type-là qui sont invérifiables, indémontables parce qu'elles viennent de la prophétie d'un homme de Dieu. Si elle avait été dite par un chef de parti politique, on l'accuserait de diffamation. Venant d'un homme de Dieu, vous dit je l'ai reçu de Dieu. Vous allez mettre Dieu en diffamation. Voilà un peu les manipulations qui sont faites de Dieu. Mais je crois que ce monsieur-là, aujourd'hui, regrette d'avoir raté les grands coches de la vie nationale où nous lui avons fait confiance. Conférence nationale bâclée. Il y est entré par la volonté du peuple, il est sorti par les baïonnettes comme lui-même l'a prédit pour lui à l'ouverture. Vous pensez que la conférence fut un échec parce que la conférence a accouché des conclusions Non, la conférence est un échec par rapport à ce qui était prévu à la conférence nationale. Mais la conférence, tout n'est pas jeté avec la conférence nationale. Nous avons hérité de la conférence nationale un certain nombre de bonnes choses. Mais il a raté ce coche-là. Il a dirigé un haut conseil de la République, Parlement. C'était un ancien président de l'Assemblée nationale, donnons-lui le respect qui va avec. Mais il a dirigé ce haut conseil, ça a été un échec. Un échec. Et aujourd'hui, dans la vie politique... Pas imputable, on sait les difficultés qu'il a eues. Notamment ça fait partie des échecs d'un homme de Dieu. Pourquoi avons-nous choisi un homme de Dieu pour diriger cela? C'est précisément parce que nous pensions qu'il avait suffisamment de sagesse et de recul. Et vous voyez, à la conférence nationale, on a cherché d'abord chez les évangélistes, l'église presbytérienne, des pasteurs pour diriger, et on a fini par le choisir après Monseigneur Dossé et d'autres personnes. Bref, résumons cette partie. Nous avons fait confiance à un homme de Dieu parce qu'il devrait avoir la hauteur d'esprit que nous autres profanes, nous n'avions pas. Il a échoué parce qu'il s'est ramené plus bas que nous. Et sur l'histoire politique du Togo, il en a fait. Je vous cite le dernier là, un homme politique togolais a dit sur un plateau, je ne sais pas si c'est chez vous ici, ou chez un de vos confrères, qu'en 2006, il aurait même mobilisé des fonds à l'époque pour tenter de renverser le pouvoir en 2006. Il serait intéressant que vous invitiez ce monsieur qui l'a dit pour qu'il nous donne plus de détails là-dessus. Parce qu'au fond, on se rend compte que finalement, ce monsieur, c'est un spécialiste du fundraising pour aller renverser les institutions, puisqu'il est encore en train de lancer un appel de fonds aujourd'hui et aller chercher d'ailleurs l'erreur entre lui et l'ANC qui a besoin d'1 milliard. Lui, il en a besoin de 4 ou 7, où se trouve la surfacturation. Bon, est-ce qu'il recherche des fonds pour créer une fondation, pour pérenniser son nom après? Ça, c'est son histoire personnelle. À la limite, je n'ai pas beaucoup d'intérêt à cela et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le deuxième point que je voulais évoquer avec ce monsieur, je pense qu'aujourd'hui, il est en recherche d'un rappel que les Togolais se souviennent de lui. Et toutes ces sorties tonitruantes visent à démontrer aujourd'hui qu'il existe encore et que nous ne pouvons pas le ranger au placard de l'histoire. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera rangé au placard de l'histoire parce qu'il ne sort pas grandi de toutes ces opérations qu'il est en train de mener. Troisième chose, je pense qu'il y a un conflit interne à l'Église
qui ne nous concerne pas. Moi, j'ai l'impression fondamentalement que ce monsieur est en concurrence avec Monseigneur Bariga. Et que les succès de Monseigneur Bariga sur la CVJR, opposés à ses échecs à lui sur la conférence nationale, le Conseil de la République, aujourd'hui le mettent à mal. Il occupe la scène politique aujourd'hui pour faire obstacle à l'émergence de Monseigneur Bariga et à la vue de Monseigneur Bariga. Regardez, je vous donne un exemple simple. Monseigneur Bariga a été désigné archevêque. Monseigneur Bariga a été désigné archevêque de Lomé. On en a parlé en très peu, mais on a beaucoup parlé du fundraising de Monseigneur Podjoro, qui a éclipsé l'autre dans l'opinion, dans la visibilité de l'action. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... pas noble parce qu'il pense que le Togo mérite l'alternance, il doit travailler pour que les partis d'opposition arrivent au perchoir aussi. Est-ce qu'il appartient à un homme politique, à un homme de Dieu, de créer l'alternance? Il appartient à un homme de Dieu d'aider à créer les conditions d'une élection transparente, sincère, acceptée de tous, et que le résultat soit opposable à tous, peu importe qui gagne l'élection. À partir du moment où il a choisi un camp, c'est-à-dire qu'en gros, mais on oublie que l'Église catholique est composée aussi des militants d'UNIR et qu'il n'y a pas que des militants de l'opposition qui fréquentent l'Église catholique. Comment ce monsieur, ces deux groupes reçoivent-ils le message de Dieu délivré par un personnage de cette nature? Et il y a même la mise en cause aujourd'hui de l'unicité de l'Église. Il me semble que l'Église catholique gagnerait à le remettre véritablement à l'ordre et à le faire très vite. Parce que même l'Église est en danger. On n'a pas fait le même combat en RDC et ailleurs. Alors ça, c'est intéressant que vous évoquiez le cas de la RDC, parce que j'ai l'impression effectivement que la conférence épiscopale du Togo, ou un certain nombre de religieux au Togo, se prennent un peu pour la Senko du RDC. RDC, à ce moment-là, qui font de l'observation internationale, propagent les religions, et sont prêts même à se substituer à la CENI, dans la supervision, le contrôle des élections, et à proclamer les résultats à la place de la Cour constitutionnelle. Il me semble que nous prenons des exemples dangereux qui ne sont pas de bons exemples. Que les hommes de Dieu restent à leur place, qu'ils soient nos médiateurs en crise politique, qu'ils soient ceux qui nous encouragent, qui nous aident à faire une belle performance politique électorale dans notre pays, qui rétablissent les équilibres, mais surtout qui ne se substituent pas aux hommes politiques dans leur combat. On peut le résumer ainsi, à Dieu, ce qui appartient à Dieu, aux hommes politique, ce qui leur appartient. Absolument. Monsieur le ministre, on va marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum et cette fois-là, on va parler de la présidentielle de 2020. À tout de suite. Merci.